Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous retrouve pour un second update book haul, à chaque fois, c'est pas vrai, à chaque fois je me trompe, un second book haul lecture, et là c'est sur des livres que j'ai achetés. Et je me suis rendu compte que lors de la dernière vidéo, j'ai oublié de vous parler un peu de mes dernières lectures. J'ai fini. Alors déjà, je suis contente parce que j'ai réussi à finir le Cold Winter Challenge, hein, qui est un challenge qui a lieu depuis plusieurs années, qui cette année était organisé par l'Enluminé, qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram, un Facebook. Il y avait même un Facebook pour le Cold Winter Challenge. Donc il commence le 1er décembre et se termine le 28 février. Et vous avez une catégorie, plusieurs catégories de livres, et vous devez choisir. Il faut que ça corresponde au thème, hein, bien sûr, au thème qui a été donné. Bon, enfin, après, c'est pas, je veux dire, hyper non plus rigide. Vous pouvez partir un petit peu. Moi, il y a un livre, je me suis dit, bah, ce compte, je l'ai mis là, j'aurais dû le mettre dans une autre catégorie, mais bon, je m'en suis rendu compte en le lisant, c'est pas une catastrophe. Mais je suis contente parce que ça m'a permis de découvrir de nouveaux auteurs, notamment Ragnar Jonasson, que j'avais pas encore lu. J'ai relu un manga, j'avais pas lu de manga depuis un moment. Alors j'en ai lu deux en plus en janvier, puisque j'avais gagné un. Bon, j'ai gagné, non. J'avais reçu pour le chroniquer un manga par Mass Critique Babelio, et j'avais mis aussi un manga en plus dans le Cold Winter Challenge, donc deux mangas différents. Et donc je suis contente aussi de me replonger dans les mangas. Ça m'a permis aussi d'enlever un petit peu de livres de ma PAL, ce qui me fait pas mal. Donc, non, j'étais contente, voilà. Bon, là, j'ai encore des chroniques, j'ai encore 3 chroniques à faire, voilà, pour vraiment le clore. Mais en tout cas, les livres, au 28 février, j'ai fini une semaine avant, je pense. Ouais, peut-être ouais, une petite semaine avant. Donc je suis contente. Et puis, c'est un challenge qui m'a plu, je trouvais ça sympa. En plus, bah, sur le groupe, on découvrait d'autres lectures. On se dit, ah tiens, moi aussi, j'ai choisi celui-là. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui était comme moi fan de Louise Penny, qui est une auteure canadienne. J'étais contente. J'étais contente. Donc c'était vraiment sympa. Alors je pense qu'il y a d'autres challenges qui vont avoir lieu, hein. Il y a le Marceau féminin par exemple là. Mais enfin moi ce qui me retient un peu dans Marceau, bah, déjà j'ai beaucoup de SP, donc ça va faire enchaîner les challenges, c'est pas toujours évident. Et il faut un essai et un livre non-fiction. Or, là, dans ma palle et dans mes SP, j'ai pas ça. Donc, du coup, je pense pas cette année, voilà, en tout cas, pas le faire. Il doit y avoir d'autres challenges, hein. Je pense que pour le printemps, il y aura certainement quelque chose aussi. Bon, après, est-ce que je vais les suivre? Je sais pas. C'était la première fois que j'en faisais. Non, c'est pas la première fois. J'ai déjà fait le Black November. Je dis une bêtise, que j'avais eu du mal à finir d'ailleurs parce que j'avais trop de SP et je me suis laissée envahir par les SP et du coup j'ai eu du mal à finir ce Black November. Cette année je me suis dit je me coince le mois de novembre pour faire le Black November. Je prends pas de SP, je le coince pour faire le Black November. Et justement, donc le Black November, certains d'entre vous ne connaissent pas, il est organisé par Séverine Lanté, qui tient le compte Facebook, Instagram, YouTube et Twitch, et qui s'appelle Il est bien ce livre. Moi, j'adore. En fait, moi, j'ai découvert sa chaîne YouTube un peu tardivement, surtout que sa chaîne YouTube avait été. Voilà, je ne vais pas rentrer dans. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, elle a été arrêtée, donc elle avait perdu toutes les vidéos qu'elle avait faites, d'où son départ sur Twitch. Mais en même temps, elle repartage les vidéos quand même sur YouTube. Et j'avoue que moi, j'écoute plusieurs fois. Je les écoute plusieurs fois, ces vidéos YouTube. Puis je note. Je vous dis pas la wishlist et la PAL que j'ai. Donc, mais voilà, elle lit énormément de thrillers, mais, enfin, mais du roman policier aussi, du roman noir. Là, du thriller domestique, enfin du roman du policier domestique. Et je trouve qu'elle est super intéressante à écouter parce qu'elle a une connaissance voilà, de tout ce qui est roman policier, noir et thriller qui est. Voilà, elle en a une connaissance, mais terrible. Donc c'est super intéressant quand vous aimez ce genre de roman. Bah, évidemment, je vous dis, vous sortez avec une liste de livres incroyable, quoi. Même les livres qu'elle n'a pas trop aimés, vous avez envie de les lire. Donc c'est pour dire. Donc du coup, les livres que je me suis achetés, j'avoue qu'ils ont été largement influencés par
les vidéos, ces dernières vidéos. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, ouais, je vous conseille voilà, d'y aller. C'est sympa, c'est pas prise de tête et ces vidéos sont vraiment intéressantes et vous en ressortez forcément avec envie de découvrir d'autres livres. Donc j'avais, alors ils sont pas tous, voilà, hein, ils sont pas tous influencés par Il est bien ce livre, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc alors celui-là, ex, je l'ai racheté, enfin je dis racheté, non, je l'ai acheté et j'ai un gros doute sur le fait de l'avoir déjà acheté. Je ne l'ai pas lu, ça c'est sûr. Mais je demande parce que j'ai un meuble où j'ai entassé tous mes livres de poche que j'ai achetés et j'ai un gros doute. Et ce meuble, il y a plein de choses dedans, il faudrait que je le vide une fois, enfin que je fasse le tri. Et bon voilà, donc je l'ai peut-être acheté en double, je ne sais pas, donc on verra bien. Voilà, donc là c'est de Thomas Holt Heuvelt, donc c'est au livre de poche. On a encore une citation de Stephen King, brillant et totalement original. Stephen King, il est payé pour faire des petites phrases, voilà, des phrases qui claquent sur les livres. Moi, je suis méchante là. Mais c'est sûr que ça doit aider à faire vendre le livre quand vous avez Stephen King qui dit ouais, j'ai aimé quoi. Alors, bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine. Mais ce ne sont que les apparences. Black Spring est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Ça me rappelle un film d'horreur, ça. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise. Les habitants n'y sont pas tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence ou la menace qu'elle représente. Car chacun sait ce qui lui arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits et plonge Black Spring dans un atroce cauchemar. Et c'est un livre qui répond à la fameuse question de l'origine du mal. Ah bah celle-là c'est de Robin Hobb pour le coup, cette phrase-là. Ça me fait penser au film Silent Hill, où on voit un couple qui adopte une petite fille et la gamine, elle a des cauchemars, enfin ça va pas bien. Donc la mère décide de retourner sur le lieu de naissance de la petite fille et enfin c'est une histoire de sorcellerie et on voit effectivement une petite fille qui est, enfin elle est torturée par les habitants. Enfin pour le coup c'est pas elle la méchante quoi. Et justement je crois qu'il lui cousent la bouche et enfin c'est et la ville est un peu maudite pour ça, mais en même temps, elle a brûlé la gamine sans qu'on soit sûr que ce soit une sorcière. Puis elle peut être une gentille sorcière aussi, hein, même si c'en est une. Donc c'était un peu. Ça me fait penser à ce film-là. Silent Hill, c'est pas mal comme film d'horreur parce que ça raconte aussi voilà, les liens familiaux. Parce que enfin, c'est sa fille adoptive, mais elle fait tout pour essayer justement de comprendre ce qui arrive à sa fille. Donc j'avais trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était un bon film. Alors là, donc ça a été plusieurs fois évoqué par Séverine Lanté dans Il est bien ce livre. C'est Derrière les panneaux, il y a des hommes. Alors c'est de Joseph Incardona. Et là, donc c'est la version poche, donc c'est chez Pocket. Alors Pierre a tout abandonné. Il vit dans sa voiture sur l'autoroute. Là où sa vie a basculé il y a 6 mois. Il observe, il surveille, il est patient. Parmi tous ceux qu'il croise, serveurs de snacks, routiers, prostituées, cantonniers, tout ce peuple qui s'agite dans un monde clos, quelqu'un sait forcément. Week-end du 15 août, caniculaire, les vacanciers se pressent, s'agacent, se disputent. Sous l'asphalte, lisse et rassurant, la terre est chaude comme les désirs des hommes. Soudain, ça recommence, les sirènes, les uniformes, l'urgence. Pierre n'a jamais été aussi proche de celui qu'il cherche. C'est du beau roman noir, du très très noir, du très grand noir. En fait, cet homme, son obsession vient du fait que sa petite fille a disparu. Donc il reste sur le lieu où il veut à tout prix savoir ce qui est arrivé à sa petite fille. Donc voilà, bon, c'est pas une histoire facile parce que c'est vrai quand ça met en scène des enfants, c'est jamais facile, mais bon, c'est vrai que la façon dont elle en avait parlé, ça m'avait beaucoup tenté. Du coup, voilà, je vais tenter aussi. Il n'est pas très gros en plus, donc voilà. On va tenter. Alors là, c'est pareil, c'est un livre dont Séverine Lanté a beaucoup parlé. C'est un livre aussi que je connaissais parce que, en fait, c'est Le Prince des Marais de Pat Conroy, donc toujours chez Pocket.
En fait, je connaissais pas ce livre. C'est un classique de la littérature américaine. Il doit dater des années 90. Et en fait, il a été adapté en film avec Barbra Streisand et Nick Nolte. Et moi, enfin, j'étais très, voilà, j'étais cinéphile à l'époque. J'étais plus cinéma que lectrice. Et il était sorti ce film et je me dis, tiens, ça donne l'impression que cet homme, il a un passé, il a une enfance, il s'est passé quelque chose dans son enfance. Ça m'a donné cette impression-là en voyant les extraits du film. J'ai pas vu le film. Heureusement, comme ça, je vais pouvoir lire le livre. Et effectivement, j'ai découvert après que c'était adapté d'un roman et effectivement, c'est confirmé. Voilà, oui, il y a un secret. Donc en fait, il vient raconter son histoire à la psychiatre de sa sœur. Et apparemment, il y a quelque chose, effectivement, il s'est passé quelque chose dans leur enfance, on ne sait pas quoi. Alors, Tom, Luke et Savannah ont grandi au paradis dans le sud faulknérien, sur la petite île de Melrose, où leur mère pêchait, où leur père pêchait, pardon, et leur mère régnait par sa beauté. Comment survivre à tant de bonheur et de poésie? Leur enfance éblouie et perdue préfigure les drames inévitables de l'âge adulte. Parce qu'ils refusent de mûrir, de vieillir, leurs rêves d'art, d'exploit, de justice vont se heurter à la brutalité du monde réel. La géniale et tragique Savannah et ses frères affrontent l'amour, la solitude et la peur de vivre avec une ironie désespérée. De leurs blessures inguérissables naissent des fous rires sans fin et une immense tendresse. Entre l'émotion et la vivifiante intelligence, Le Prince des Marais est un de ces livres magiques qui peuvent vous briser le cœur, un de ceux que l'on n'oublie jamais. Voilà. Alors je sais que maintenant, c'est vrai qu'il est classé dans les classiques du roman américain. Il a écrit d'autres livres aussi, Pat Conroy, Le Grand Santini, Lunar Park. Celui-ci, ouais, il est quand même costaud. Oh, ah oui, il fait plus de 1000 pages. Quand même. Je vais avoir du mal à le caser celui-là, je crois. Mais bon, on va essayer. Donc toujours un peu, voilà, j'ai entendu parler aussi sur Il est bien ce livre, c'est Le mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf, toujours chez Pocket. Et il en a sorti un autre, Peter Dempf, qui s'appelle Le mystère Caravage. Donc on reste toujours dans les si vous me voyez baisser la tête, parce que je m'amuse à enlever les étiquettes qui sont restées sur les livres. Donc en fait, il a écrit oui, donc sur le mystère Caravage, donc toujours sur des peintres. Et Jérôme Bosch, je ne sais pas si vous connaissez les peintures de Jérôme Bosch, vous avez certainement dû en croiser. En tout cas, si vous les avez croisées une fois, vous ne pouvez pas les oublier. Il faisait des peintures, notamment des triptyques, hein, qui vont diviser en 3, qui représentaient en fait, les hommes punis par Dieu et capturés par les démons et les diables. Et ces peintures sont vraiment fascinantes et effrayantes. Là, je pense que c'est une de ces peintures, mais elle est pas, puis elle est très colorée en plus. Donc, remarquez, ces peintures sont très colorées, mais là, on a plutôt quelque chose d'idyllique puisqu'on voit des gens près de, voilà, c'est pas la, bon, c'est le jardin des délices apparemment. Donc c'est pas la pire, mais il a fait un triptyque, mais qui est, enfin voilà, on voit les hommes se faire dévorer par des démons. Enfin c'est, mais vous avez déjà dû en voir et ouais, c'est voilà, c'est quelqu'un. Et je crois que Jérôme Bosch, j'avais lu un autre livre aussi où voilà l'auteur revenait, ça se passait à notre époque, mais revenait sur Jérôme Bosch. Et je crois qu'en fait, c'est marrant parce que quand on voit ses peintures, on se dit mais il était complètement torturé cet homme dans sa tête pour. En fait, je crois qu'il a eu une vie assez peinard, c'est-à-dire qu'il était marié, il avait des enfants, il avait son petit succès, donc il arrivait à vivre de sa peinture. Puis voilà, il n'a pas eu une vie particulièrement compliquée ou par rapport à des Michel-Ange qui était assez torturé ou plein d'autres peintres. Ou il avait une vie assez. Quand on voit ces tableaux, on se dit mais bon, en même temps ça lui servait peut-être aussi de catharsis ou de défouloir pour justement ne pas sombrer dans la folie, je sais pas trop. Mais bon. Donc Jérôme Bosch, c'est un peintre du XVIe siècle, pour resituer. Alors 2013, Madrid, le Prado. Un homme se précipite sur le jardin des délices de Jérôme Bosch, un des plus remarquables et mystérieux tableaux du monde, et l'asperge de quelques gouttes de vitriol avant d'être maîtrisé par les gardiens du musée. Restaurateur de tableaux, Michael Kay se voit confier la tâche délicate de remettre le triptyque en état. Donc c'est encore un triptyque. Très vite, il fait une découverte stupéfiante. À plusieurs endroits, les couches de peinture altérées laissent transparaître des symboles cachés.
Alors là, si en plus on rentre un peu dans l'occultisme, alors là... Une révélation confirmée par le Vandale qui justifie son geste par la découverte d'un étrange manuscrit rédigé en 1511. Les deux hommes replongent dans l'histoire sur les traces de Petronius Auris, l'un des disciples du maître, dans l'enfer de l'Inquisition. Oui, c'est vrai que l'Inquisition faisait encore pas mal de ravages à l'époque. Bon, comme Jérôme Bosch avait plutôt tendance à montrer des hommes punis sur cette peinture, il n'a pas dû être trop inquiété, je pense, par l'Inquisition, mais c'est vrai que fallait faire attention à l'époque. Donc voilà, 16e siècle, un peu d'occultisme, voilà, un peintre quand même assez mystérieux avec des peintures très frappantes, une enquête à notre époque, bon, j'avoue que oui, c'est très tentant, donc ouais, je suis bien contente de me l'être procuré. Alors j'avais, c'est pareil sur la chaîne Il est bien ce livre, ils ont beaucoup parlé de M.J. Arledge. Je n'ai lu aucun livre de cet auteur, je me suis dit il faudrait que je le découvre. Alors je me suis acheté Dernier Sacrement. Donc là c'était chez Françoisir. Donc bon c'est Françoisir, donc je sais pas si Françoisir va être repris par quelqu'un. Je sais pas où ils en sont. Par contre, je l'ai pris, mais je ne sais pas si s'il y a un personnage récurrent ou un flic à suivre. Je sais pas trop. Je l'ai pris. Je sais pas. Enfin, je me renseigne avant de le lire parce que moi j'aime bien les lire dans l'ordre et voir si on voilà s'il y a un personnage récurrent, si on le retrouve dans d'autres enquêtes. Alors, apparemment, il écrit des thrillers, mais qui tendent un peu vers le fantastique. C'est ça qui m'a attiré aussi. Donc, Dernier Sacrement. Elle entend leurs cris, elle ressent leur peur, elle est désormais leur seul espoir. Don ou malédiction, d'un simple échange de regards, Cassie est capable de voir quand et comment vous allez mourir. Un lourd fardeau à porter pour une jeune fille de 15 ans. Elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue, alors qu'une série de meurtres frappe Chicago. Cassie semble toujours avoir un lien avec les victimes. Coïncidence malheureuse ou terrible manipulation? Intrigué par cette adolescente un peu perdue, Adam est tenté de croire à ses troublantes déclarations. D'autant que le danger se rapproche et que Cassie est la seule à savoir où il va frapper. Donc oui, il a écrit Amsterdam, il court le furet, La maison de poupée, Au feu les pompiers, Oxygène. Donc là, c'est son 6e roman à paraître en France, mais enfin, à mon avis, il a déjà... Oui, il date de 2019. Ben, il en a sorti un il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Je ne sais plus le titre. Je n'ai pas retrouvé le titre. Mais il en a sorti un il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement, on est dans du fantastique. Et je me dis, tiens, je ne l'ai jamais lu et j'aime bien quand il y a un mélange comme ça de fantastique et de policier. Donc à découvrir. Mais je vais quand même me renseigner pour savoir, ou si quelqu'un sait s'il y a un ordre à suivre ou pas. Si vous pouvez le mettre en commentaire parce que je suis un peu perdue, moi, avec un M.J. Arledge. J'avoue que je ne connais pas et j'ai pas trop suivi. Donc tout ça, c'est des livres en fait que j'ai achetés. On était allé avec les enfants chez Cultura parce qu'ils avaient une carte cadeau, donc ils ont acheté des livres jeunesse. Moi, j'ai été super courageuse, je n'ai rien acheté. Ça a été dur, mais je n'ai rien acheté pour moi. Et on est retourné quelques temps après. Il y a un Easy Cash. J'y suis allée, il était fermé. Il y a longtemps que j'y étais pas allée. Et en fait, voilà, j'ai trouvé. Alors, il y en a de chez Easy Cash et il y en a de chez Momox. Alors, Momox, c'est pareil, c'est une plateforme où vous pouvez revendre vos livres et vous pouvez acheter des livres. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été un petit peu déçus. Après, il faut faire attention parce qu'en fait, ils notent à côté du livre comme neuf. Moi, par exemple, j'avais commandé une bande dessinée. En plus, bande dessinée, je me méfie parce que c'est très fragile. Je l'ai reçue sous blister. Pour le coup, elle était vraiment comme neuve. Elle n'avait même pas été ouverte, cette bande dessinée. Parfois, c'est marqué bon état. Je sais plus, pas passable, mais quelque chose comme ça. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'ils notent parce que, voilà, comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Là, je sais qu'il y a quelques livres, ils sont un petit peu abîmés, mais je le savais. Je le savais en les commandant, je les ai vus en les achetant chez EasyCash. Voilà, on voit l'état du livre. Donc voilà, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont surpris aussi parce que Momox, il présente la couverture. Vous avez très peu d'indications. Et le livre que vous recevez, c'est pas forcément le livre avec la couverture. Parce que voilà, quand c'est réédité ou si ça a été adapté au cinéma, vous n'avez pas la même couverture. Donc moi, ça me dérange pas trop cette histoire de couverture. Il y a des gens qui aiment bien avoir telle ou telle couverture. Donc voilà. Après, franchement, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Les livres sont toujours arrivés dans l'état dans lequel ils étaient annoncés. Je dirais même que j'ai des fois commandé des livres neufs qui sont arrivés un petit peu cornés, alors que c'était des livres neufs achetés, voilà quoi, achetés sur une plateforme de neuf. Donc bon,
Voilà, c'est... Voilà. Après, chacun fait comme il veut. C'est vrai qu'au moins, Easy Cash, l'avantage, c'est que vous touchez le livre, vous voyez dans quel état il est. Mais après, j'ai jamais eu de page déchirée ni rien. Donc, à ce niveau-là, voilà, je sais. Après, ils font des prix. Il y a des fois où des livres, vous les payez, mais vraiment 2 francs 6 sous. Bah, vous savez que vous n'allez pas avoir un super livre. Mais bon, c'est pas trop gênant. Alors, toujours conseillé par Il est bien ce livre. Ah, ils ont mis des étiquettes partout qui collent super bien. J'ai emprunté, alors c'est pareil, j'ai un petit peu peur parce que c'est une histoire d'enfant, mais bon, je me suis laissé tenter. C'est pareil, je l'ai trouvé chez Easy Cash, je me suis dit, c'est l'occasion, il faut que je le prenne. C'est Te laisser partir. Donc c'est de Claire McIntosh, et là c'est aux éditions Marabout Thriller. Alors c'est une histoire un peu triste, hein, parce que c'est voilà, c'est une femme qui perd son enfant, donc... Mais c'est aussi un thriller, apparemment un policier. Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon qui échappe à la vigilance de sa mère. Une voiture qui surgit et un chauffard qui s'enfuit. En dépit de l'obstination de l'équipe d'enquêteurs, pas une piste, rien. Ce bref instant a suffi à transformer en cauchemar l'existence de Jenna. Aurait-elle pu empêcher la tragédie? Pour elle, il n'y a plus qu'une solution, tout quitter. Va-t-elle pouvoir oublier la souffrance de cette nuit de novembre dans ce cottage isolé où elle se réfugie sur la côte désolée du pays de Galles? Le chagrin et la douleur vont-ils s'estomper ou le passé va-t-il la rattraper, provoquant une cascade de répercussions dramatiques? Or, Séverine Lanté expliquait qu'en fait, à un moment, il y avait un twist, quoi, un super rebondissement dans le livre. Parce que c'est vrai que, en plus, la couverture qu'elle présentait, on voyait un petit garçon sous la pluie. Et elle se dit, bah oui, le gamin, il a échappé, comme ça peut arriver. Voilà, d'un seul coup, il se met à courir, il la joie de main, et puis boum, enfin voilà, c'est un peu, voilà. Et bon, apparemment, voilà, il y a un gros rebondissement dans le livre, et bon. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, je suis tombée dessus, je ne pouvais pas passer à côté. Alors après, là, par contre, c'est des livres que moi, j'ai achetés de moi-même. J'ai trouvé chez Easy Cash un acte noir. Alors, je vous dis pas le bonheur, parce que voilà, les romans acte noir, voilà, 23 euros. 23 euros, je l'ai payé 4,99 €, je crois, ou 4,95 €. Enfin voilà, j'ai pas dépassé les 5 euros. Et je veux dire, il est quand même en assez bon état. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai lu un peu quand même le résumé pour voir, mais généralement, ils font de très bons romans. Là, effectivement, je me suis dit, on doit se retrouver certainement dans un autre siècle. Bon, le seul problème, c'est que c'est pas la première enquête du personnage récurrent. Mais je me dis, bon, j'essaierai de retrouver la première enquête, je sais pas, soit en médiathèque, soit de le commander en occasion, puis, ou de l'acheter. Il est peut-être sorti en poche, hein, parce qu'après, ils les sortent en poche aussi, acte noir. Mais j'étais super contente parce qu'on a un mal de chiens à en trouver, et c'est vrai ils sont pas donnés. Et puis en même temps, ils sont tellement bien que c'est difficile d'y résister. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert... parce que c'est vrai qu'Actes Sud, au départ, c'était quand même une maison d'édition. C'était, vous savez, comment, la réputation d'être assez littéraire. C'est-à-dire que c'était bon, pas toujours facile d'accès. Et en fait, quand ils ont... Enfin, Acte Noir, je ne sais pas depuis quand ça existait. En tout cas, ils ont fait un buzz phénoménal quand ils ont sorti Millennium. C'est de là qu'ils ont été connus. Et voilà, et on n'arrête pas de parler. Et de là, ils ont sorti une série... Louise Penny, que j'adore aussi, cette auteure canadienne, c'est aussi du Acte Noir. Et donc là, j'étais super contente de trouver... Et là, il se passe au 18e siècle, celui-ci. Donc j'étais super contente de le trouver et voilà, de le mettre... Et je trouve ça bien qu'une maison d'édition plus change un petit peu. Il y a toujours des Actes Sud, il y a toujours de la littérature blanche, mais vous avez aussi, voilà. Puis leurs couvertures sont superbes. Vous avez toujours, je trouve, des médaillons qui sont, enfin, ils sont magnifiques. Moi, j'adore. Des fois, on ne trouve pas toujours le rapport avec. C'est en lisant le livre qu'on trouve le rapport, mais je les trouve. Et moi, j'ai jamais été déçue par les livres que j'ai lus chez eux, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de lire tous les livres qu'ils sortent. Il y en a vraiment des super. Donc, pour revenir à Hilarion de Christophe Estrada. Donc là, c'est L'araignée d'Apollon. Alors, Versailles, février 1777. Le chevalier Hilarion de Hesse et son fidèle valet Pierre découvrent le château de Versailles, vaste labyrinthe où se nouent et se dénouent les alliances secrètes. Le pouvoir de Louis XVI est d'autant plus fragile que la reine n'a pas encore donné l'héritier attendu par une cour à l'affût des moindres rumeurs. Chargé par le jeune roi de retrouver une correspondance dérobée à Marie-Antoinette, des lettres qui ont servi à alimenter des libelles infamants, Hilarion bute sur le cadavre de Monsieur de Rancy, principal suspect dans cette affaire. Quelle direction prendre alors? Pourra-t-il compter sur son cousin Hector de Simiane, une tête si légère?
Quel rôle la charmante Toinette, dont Pierre ne tarde pas à tomber amoureux, joue-t-elle dans cette macabre comédie? Pourquoi ce fin de Montmort n'a-t-il de cesse de provoquer le chevalier? Quelles sont ces ombres qui se glissent à la tombée de la nuit dans le vieux parc glacé? Les questions s'accumulent, les morts aussi. Cette enquête s'inscrit dans la continuité du premier roman de Christophe Estrada. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc il offre une visite inattendue et singulière d'un Versailles nocturne et inquiétant. Voilà. Donc c'est le deuxième. Le premier tome s'appelait L'énigme des fontaines mortes. Voilà, donc faudra vraiment que je me procure le tome 1 avant de lire celui-ci. Mais enfin voilà, un truc, voilà, un livre comme ça à 5 euros, je veux dire, vous plongez dessus, quoi. Donc c'est, voilà, puis bon, ça se passe, j'aime bien aussi les enquêtes qui se passent à d'autres époques. Alors celui-ci, vraiment, ça a été, pareil, j'ai trouvé c'est efficace. Bon, il est un petit peu plus abîmé, mais bon, il n'était pas cher non plus. Et c'est la couverture et le résumé qui m'ont vraiment attiré. C'est Les Lumineuses, alors c'est de Lorraine Bucks, et là c'est aux éditions... Est-ce que c'est HarperCollins ou est-ce que c'est une des maisons de... Ah, c'est pareil, c'est du France Loisir. Mais vous voyez, derrière, c'est marqué HarperCollins. Bon, de toute façon, il y a très peu de maisons d'édition indépendantes maintenant. Elles appartiennent toutes plus ou moins au même groupe. Je ne sais pas combien de groupes. Il y aura peut-être 3, 4, 5 gros groupes qui ont tout, qui possèdent tout. Alors, l'histoire. Elle a survécu, il pensait l'avoir tuée. Elle veut se venger, il va la retrouver. 1931, Chicago. Traqué par la police, Harper se réfugie dans une maison abandonnée. À l'intérieur, il a une vision. Des visages de femmes, auréolés de lumière, lui apparaissent. Il comprend qu'il doit les trouver et les tuer. Dans sa transe, Harper découvre que grâce à cette demeure, il peut voyager dans le temps. Puisqu'en plus, les femmes qu'il doit tuer, il doit retourner dans le passé pour pouvoir les tuer. Débute alors sa croisade meurtrière à travers le XXe siècle, années 50, 70, 1990. D'une décennie à l'autre, il sème la mort sur son passage, laissant en guise de signature des indices anachroniques sur le corps de ses victimes. Mais l'une d'elles survit aux terribles blessures qu'il lui a infligées et va tout faire pour le retrouver. Donc voilà, je me suis vraiment sentie... voilà, parce que c'est du thriller, et puis en plus ce côté fantastique, où cet homme qui a des visions. Alors pourquoi il a ces visions? Déjà, je me dis, pourquoi on lui dit de tuer ces femmes? Est-ce qu'elles auront un rôle à jouer dans l'avenir et que c'est pour ça qu'il faut les tuer? Ou peut-être que c'est juste, il est complètement cinglé et voilà. Et puis ce côté fantastique où effectivement il arrive à retourner dans le passé pour tuer des femmes, quoi. Donc je me suis dit, celui-là, je peux pas passer à côté. Donc voilà, je l'ai emprunté, enfin non, je l'ai pas emprunté, je l'ai acheté aussi. Bon, c'est pareil, il était dans les 5 euros, donc c'est voilà, c'est vraiment, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas catastrophique. Donc voilà, donc ça c'était pour mes achats, mes derniers achats. Sinon, je sais plus si je vous ai parlé de mes dernières lectures en début de vidéo, je sais plus. C'est terrible. Là, j'ai lu, je vous ferai un update lecture, mais là, j'ai lu que 3 livres, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 livres, donc je ne vais pas vous faire un update lecture tout de suite. J'ai lu notamment le manga qui s'appelle Kingdom Game. Alors, on est un petit peu dans du manga à suspense, hein. Ce sont des jeunes qui se retrouvent... lors d'une visite, ils visitent un endroit où une princesse a été enfermée et torturée. Et en fait, il y a un charme une malédiction, une malédiction qui se dépose sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont 7, je crois. Là, oui, ils sont 7. Il y en a un d'entre eux qui sera soit roi, soit reine. 3 qui seront des nobles. Donc, ils vont avoir des sigles en fait tatoués sur les bras. Et 4 autres qui seront des plébéiens, enfin des gens du peuple. Et ça change tous les jours à minuit. Et en plus, il y a des règles à respecter, notamment si sur les 4 plébéiens, les gens du peuple, il y en a 3 qui se révoltent, ils peuvent se révolter contre le roi et la reine. J'ai lu le premier, j'ai vu ce qui se passait quand il y en a 3 qui se révoltent. Ouais, c'est quand même c'est un peu hard. Et voilà, c'est bon, c'est un premier tome. Après, j'ai pas été... moi, j'aime beaucoup les mangas d'Urasawa parce qu'il y a énormément de mystères, de mélange entre passé, présent. J'ai aimé plus tôt, j'avais aimé 20th Century Boys. Il a écrit Monster. C'est des chefs-d'œuvre, hein. Si vous avez l'occasion, Urasawa, foncez. Après, ça peut être un peu compliqué, hein, parce qu'il y a des retours passé-présent, il y a beaucoup de personnages. Voilà.
ça vaut le coup d'être lu, ou alors de les lire, d'avoir peut-être toute la collection et de les lire sur plusieurs jours, hein, parce que des fois il y a une vingtaine de tomes quand même. Je m'attendais peut-être un peu à ça, ou à comme Dread, ou voilà, c'est King's Game que j'avais lu. J'ai jamais. D'ailleurs, j'ai le dernier tome, donc je suis contente, j'ai enfin pouvoir le finir. Il est moins prenant, moins angoissant. Enfin, le premier tome de Kingdom Game est en tout cas moins angoissant. Mais bon, on va voir la suite. J'ai lu aussi aux éditions, donc en partenariat avec les éditions Legacy et le groupe du livre à la plume. Vous pouvez retrouver mes chroniques des éditions Legacy sur le groupe du livre à la plume d'ailleurs. J'ai lu Diabolum Nostrum, non, Diabolus Nostrum, Diabolus Nostrum, qui est un roman policier. Et enfin voilà, dès les premières pages, j'étais vraiment super, vraiment très agréablement surprise. Et dès les premières pages, j'étais scotchée. J'ai eu beaucoup de mal à le reposer d'ailleurs. Je peux le lire que le soir, mais j'ai eu du mal à le laisser, parce que je ferai une chronique plus détaillée. Mais c'est une petite maison d'édition. Vous pouvez retrouver ces livres voilà, sur. Je sais que c'est sur Amazon. Après, maintenant, au début, ils ne sortaient qu'en e-book. Maintenant, vous les trouvez aussi en brochet, du moins pour les derniers que j'ai lus. Mais franchement, c'est un très bon roman policier. Il y a un gros rebondissement à un moment aussi. Enfin, vous êtes un peu dans la tête du tueur par moment. J'ai adoré le duo de flics. Enfin, vraiment génial ce livre. Mais je vous dis, je vous ferai une chronique un peu plus détaillée. Et puis j'ai fini aussi Forest Hill d'Isabelle Crépy. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre, parce que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux au niveau des personnages. Après, je me suis dit, continue à le lire, à mon avis. Après, on va expliquer les choses. Effectivement, dans la deuxième partie, on retourne dans le passé, ce qui explique des choses. Mais il reste des grands mystères, notamment sur l'héroïne Marie. Alors du coup, j'en ai même parlé avec l'auteur, parce que je dis, mais Marie, exactement... Donc elle m'a dit, en fait, elle l'a fait exprès. Donc ce sera à chacun de se faire son hypothèse, de se faire son idée. Elle dit, oui, elle dit, c'est une des hypothèses. L'hypothèse que j'ai donnée, c'est une des hypothèses possibles, mais il peut y en avoir d'autres. Donc voilà. Donc c'est assez mystérieux, mais je vous en reparlerai aussi. Et puis là, j'ai commencé le tome 2 d'Harmonie, qui s'appelle, je ne sais plus, j'ai oublié. Donc voilà, c'est le tome 2 d'Harmonie. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, et bon, j'avais bien aimé. C'est pareil, fantastique, c'est futuriste, anticipation. Donc voilà, j'ai juste commencé ça. Bon, je vais vous laisser, et puis on se retrouvera, je pense, pour la prochaine fois, certainement un bilan lecture, en toute logique. Peut-être aussi un bilan sur le Cold Winter Challenge, pour que je vous reparle de mes lectures et de ce que j'ai découvert et vraiment aimé. En attendant, je vous souhaite toujours de belles aventures livresques, et puis je vous embrasse bien fort, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.